Alors, on se situe entre 264 et 133 avant Jésus-Christ. Et là, en Méditerranée, tout bascule. En un peu plus d'un siècle, ce qui est fou, la République romaine, qui était une puissance, on va dire, régionale, devient LA superpuissance, incontestée. La grande question, c'est comment? Comment est-ce qu'on peut expliquer une ascension pareille, aussi rapide, aussi écrasante? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour comprendre ça, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, le gros morceau, le duel titanesque avec Carthage. C'est vraiment là que tout commence. Ensuite, direction l'Est pour voir comment Rome a mis la main sur les riches royaumes grecs. Troisième point, on va analyser les outils de ce succès. Qu'est-ce qui les a rendus si efficaces? Et on finira avec la grande question, celle qui fait encore débat aujourd'hui chez les historiens. Est-ce que tout ça s'était planifié, un grand projet de conquête ou un simple accident de l'histoire? Allez, on plonge dans le premier acte, Rome contre Carthage. Et attention, on ne parle pas d'une simple guerre là, c'est vraiment l'événement fondateur, celui qui va faire de Rome un acteur international et finalement forger son destin d'empire. D'ailleurs, pour bien se représenter ce conflit, on utilise souvent une image qui parle bien, celle d'une sorte de guerre de 100 ans de l'Antiquité. C'était pas une guerre non-stop, mais plutôt une très très longue lutte pour savoir qui serait le maître du jeu. Ça s'est étalé sur plusieurs générations et ça a opposé les deux géants de l'époque. Un choc frontal pour le contrôle de toute la Méditerranée occidentale. Et cette lutte, on peut la voir comme une pièce de théâtre, un drame en 3 actes. Le premier, c'est pour le contrôle de la Sicile. Acte 2, le plus connu bien sûr, c'est Hannibal. Là, Rome a vraiment failli y passer. Ils ont frôlé la catastrophe face à ce génie militaire. Et l'acte 3, eh bien, c'est le final. Une conclusion d'une brutalité sans nom qui met un point final à cette rivalité. La destruction totale de Carthage. À la fin de ce premier acte, de cette première guerre, il y a un vrai tournant. Un truc énorme. En annexant la Sicile, Rome fait quelque chose d'inédit. Elle met le pied en dehors de la botte italienne. Et pour gérer ce nouveau territoire, elle invente un concept qui va faire son succès. La province. C'est un peu le logiciel de domination territoriale qu'elle va ensuite installer partout pour construire son empire. Retenez bien cette date, 146 avant Jésus-Christ. C'est une année charnière. S'il fallait choisir une seule date pour marquer le moment où tout bascule, où Rome devient vraiment le patron en Méditerranée, ce serait celle-là. Parce que cette année-là, 2 événements majeurs vont graver dans le marbre la domination romaine. Et le premier de ces événements, le voilà, la destruction de Carthage. Et là, on ne parle pas juste d'une défaite militaire. Non, Rome ne se contente pas de gagner. Elle anéantit son ennemi. Elle la rase, elle la fait disparaître de la carte. C'est un acte d'une violence inouïe, un message terrifiant envoyé à toute la Méditerranée. Voilà ce qui arrive à ceux qui nous défient. À partir de là, à l'ouest, il n'y a plus de discussion possible. Bon, on a vu l'ouest, maintenant, déplaçons notre regard vers l'est. Et là, attention, le tableau est complètement différent. L'expansion romaine va prendre une autre forme, beaucoup plus subtile. La méthode change radicalement, et ça nous en dit long sur leur pragmatisme. Et ce qui est fascinant, c'est justement cette flexibilité, on le voit bien ici. À l'ouest, c'était simple, annexion directe, on crée une province et on administre. Point. Mais à l'est, face aux grands royaumes hérités d'Alexandre le Grand, c'est une autre histoire. Là, Rome opte pour une domination indirecte, en transformant les royaumes en États clients. Alors pourquoi? C'est simple. L'Orient, c'est un monde déjà très structuré, avec des royaumes anciens, très riches, très complexes. C'est beaucoup plus malin, et moins cher en soldats, de les laisser se gérer tout en leur imposant des tribus et des alliances. C'est du pur pragmatisme hyper efficace. Et donc, petit à petit, Rome va démanteler tout cet héritage d'Alexandre. Le royaume de Macédoine, vaincu. Les fières cités grecques, elles perdent toute leur indépendance. Et le coup de grâce, le symbole de cette prise de contrôle, c'est la destruction de Corinthe. Et devinez en quelle année? 146, bien sûr, la même année que Carthage. Le message est limpide et il est envoyé aux 2 extrémités de la Méditerranée en même temps. Que ce soit à l'est ou à l'ouest, maintenant il n'y a plus qu'un seul patron, Rome. Alors forcément, quand on voit ça, on se pose une question fondamentale. Comment est-ce qu'une simple cité-État à l'origine a pu réussir un exploit pareil, des conquêtes d'une telle ampleur si vite et de manière si efficace? Quels étaient ses secrets, les fondations de sa puissance? En fait, il y a plusieurs clés pour comprendre ce succès. Bon, évidemment, il y a l'armée, la fameuse légion romaine, une machine de guerre redoutable. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre élément, peut-être le vrai secret de Rome, sa capacité à intégrer ses anciens ennemis, à les transformer en alliés qui fournissent des soldats. Ça leur donne un réservoir d'hommes quasi infini. Ensuite, il y a le nerf de la guerre, l'argent. La guerre, chez les Romains, ça rapporte. Le butin, les pillages, ça finance la guerre suivante et ça enrichit énormément l'élite. Et puis il y a un dernier point, plus subtil. La conquête de l'Est n'est pas que militaire, c'est aussi un choc culturel. Rome pille les statues grecques, oui, mais en même temps elle est fascinée et elle absorbe la philosophie, l'art, la culture grecque. C'est un mélange assez unique de domination brutale et de fascination profonde. Et tout ça, ça nous amène à la grande question. La question à 1 million si on veut.
celle qui agite les historiens depuis des centaines d'années. Est-ce que cette construction incroyable, cet empire, était le résultat d'un plan, d'un projet bien défini, d'une volonté claire de conquérir le monde? On a envie de dire oui, bien sûr, c'est de l'impérialisme. Le mot semble évident. Mais attention, c'est un mot très moderne, très chargé de sens. Est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer tel quel aux Romains? Est-ce que eux se percevaient comme des impérialistes? C'est là que ça devient compliqué, et les réponses à cette question ont pas mal changé avec le temps. Pour y voir plus clair, revenons à l'époque. On a un témoin exceptionnel, l'historien grec Polybe. Il a été otage à Rome, donc il a pu observer la machine de l'intérieur au plus près. Et pour lui, la réponse est très claire. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Si Rome gagne, c'est parce que son système est supérieur. Ses institutions politiques, son armée, et même le sens du devoir de ses citoyens. Faisons maintenant un bond en avant jusqu'au XIXe siècle. On trouve le grand historien allemand Theodor Mommsen. Lui, il propose une autre vision, très marquée par son temps. Il voit une évolution. Au début, Rome aurait eu un impérialisme défensif, en quelque sorte. Elle ne faisait que répondre à des menaces. Et puis, ça aurait changé pour devenir un impérialisme agressif, vraiment prédateur. Et le moment de ce basculement, pour lui, eh bien, toujours cette fameuse année 146. Aujourd'hui, la vision des historiens est encore différente, plus nuancée. Le consensus, c'est plutôt de dire qu'il n'y avait pas de grand plan, pas de master plan pour la conquête du monde. L'expansion se serait faite au coup par coup. C'est la somme de plein de facteurs, des généraux qui cherchent la gloire personnelle, des sénateurs qui veulent s'enrichir, et des réponses, souvent improvisées, à des crises qui se présentent les unes après les autres. En gros, un impérialisme qui s'est construit dans les faits, mais sans grande idéologie derrière. Ce qui nous amène à une question finale, un peu pour provoquer la réflexion. Est-ce que Rome a conquis le monde par accident? Bien sûr, la question est hyper simpliste, c'est une caricature, mais elle résume assez bien le fond du débat. D'un côté, un grand projet délibéré, de l'autre, une série d'opportunités saisies, une expansion presque subie. Et cette question, elle reste ouverte, elle continue de nous faire réfléchir sur ce qui fait vraiment avancer l'histoire.